Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche à Toulouse dans le cadre de la 19e édition du Festival de littérature, le Marathon des mots, qui se tenait du 22 au 27 juin 2023. Bonne écoute! Bonjour à tous. Ce sera l'occasion de remercier Hélène pour son travail d'accueil pendant le marathon, mais tout le reste de l'année aussi. Et donc un grand merci à toi, Hélène. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça me fait très plaisir de venir discuter avec vous pendant 1 heure autour de King Kazaï, Christian Boltanski, ce nouveau livre que vous avez offert à cette collection que moi j'aime particulièrement, qui s'appelle Ma nuit au musée. Alors on parlera d'être un petit peu de la contrainte de cette collection-là, mais juste avant, je vais essayer de replacer un petit peu votre travail et votre bibliographie, puisque vous avez publié autant des essais et depuis trois livres des formes un peu plus qui se rapprochent plus du récit romanesque. Mais vous avez des essais sur Yasser Arafat, sur les relations entre Jacques Chirac et le Moyen-Orient. Une enquête qui s'appelle Minerai de sang, dont je pense on reparlera un petit peu au cours de cette heure-là, parce qu'on n'est pas très loin avec King Kazaï. Et donc depuis 2015, 3 livres, donc plus autobiographiques et romanesques. La Cache en 2015, qui avait eu le prix Femina. Le Guetteur, pour lequel vous étiez aussi venu, qui était cet étrange roman policier sur votre mère, et Les Vies de Jacob en 2021. Voilà, donc là, vous revenez avec La nuit au musée, où vous avez choisi, sous l'impulsion d'Alina Gurdiel, d'aller dans ce musée, vraiment une étrange forme de musée, une étrange expérience. Alors, ce qui n'est plus le musée du colonialisme à côté de Bruxelles, qui s'appelle maintenant Africa Museum. Alors, juste, la première question sera... J'imagine que c'est vous qui avez choisi, que Alina Gurdiel vous laisse la totale liberté, l'amplitude de choisir. Absolument. Alors, oui. Qu'est-ce qui vous a porté vers ce musée-là alors ? D'abord, bonjour, et je suis ravi d'être ici et d'être à Ombre Blanche, qui est vraiment un lieu que j'aime beaucoup. Donc, merci beaucoup. Et en fait, d'abord, j'avais envie d'écrire dans cette collection et de passer une nuit dans un musée, parce que je pense que, et ça rejoint un peu ce que j'avais écrit auparavant, je me suis rendu compte que dans presque tous mes livres, il y a une forme d'enfermement. Donc dans La Cache, a fortiori, mais également dans Le Guetteur, et même dans Les Vies de Jacob, qui est l'histoire d'un homme qui passe beaucoup de temps dans une boîte de métal qui s'appelle une cabine automatique de photographie, un photomaton. Et donc l'idée, la perspective de passer une nuit enfermé dans un musée me séduisait, et j'ai proposé ce musée de Bruxelles, enfin qui n'est pas exactement à Bruxelles, qui est dans la banlieue, à Tervuren, parce que c'est un endroit absolument incroyable que j'avais découvert 10 ans plus tôt, justement pour l'écriture d'un autre livre que vous avez mentionné, La Minerai de sang. Minerai de sang qui se passe en République démocratique du Congo, dans l'Est, où se déroule depuis maintenant presque 20 ans une guerre dont on parle quasiment pas, une guerre à bas bruit, mais qui a fait énormément de victimes, et dont l'enjeu principal, c'est la lutte pour les minerais, justement. Et donc, pour raconter cette guerre, je m'étais rendu sur place, et je m'étais rendu dans une des mines, et j'avais suivi ensuite le minerai comme on suit un petit caillou, jusqu'au bout. Mais le jusqu'au bout, c'est presque jusqu'ici, c'est-à-dire que jusqu'à nos ordinateurs, nos portables, parce que le minerai en question est pour pas le nommer, ça s'appelle la cassitérite, et donc de l'étain, et de l'étain, on en trouve dans tous les appareils électroniques. Voilà. Donc, et je m'étais intéressé donc aux archives, et au moment de l'indépendance du Congo, toutes les archives ont été transférées, pratiquement toutes les archives ont été transférées dans ce musée à Tervuren. Tout, c'est-à-dire les cadastres, les relevés topographiques, les carottages, les archives minières, enfin pratiquement tout.
Et donc j'avais découvert ce lieu qui est un vrai musée colonial. Bon, il y en a eu aussi ailleurs, hein, à Paris, musée de la Porte Dorée, hein, mais ce lieu n'avait pas changé quasiment depuis son inauguration. Donc c'est un musée qui avait été voulu par le roi Léopold II pour encourager justement les Belges à se rendre au Congo. Et donc c'était presque un métamusée, c'est-à-dire c'était une photographie qui serait restée presque intouchée depuis un siècle. Et j'ai appris que ce musée avait été fermé pour travaux en 2013, et donc des travaux très importants de rénovation pendant près de 5 ans, afin d'être, alors évidemment dépoussiéré, rénové, restauré, modernisé, mais plus encore officiellement décolonisé. Et là, je me suis demandé, mais comment on fait pour décoloniser un musée colonial ? Ce qui est compliqué. Et donc, et en plus, l'été où je me suis rendu dans ce musée, j'ai passé cette nuit à la fin août 2020, donc à la suite du premier confinement. C'est aussi l'année où George Floyd, vous savez, ce jeune noir américain, est mort, a été assassiné par des policiers à Minneapolis, à la suite de quoi il y a eu beaucoup de manifestations un peu partout, et notamment ce qu'on appelle des déboulonnages. Donc on avait une fameuse, il y a un bronze d'un marchand d'esclaves à Bristol qui a été jeté dans le port, et donc toute cette question de ces statues, qu'est-ce qu'on en fait, que faire avec tout ce passé encombrant. Je trouvais que c'était vraiment le lieu le mieux à même de pouvoir explorer toutes ces questions. Donc et puis aussi, je pense que c'est la question de la coloniale, parce que cette nuit, c'est un peu aussi la nuit coloniale, et la question coloniale, c'est aussi quelque chose qui me travail, comme on dit, voilà. Donc pour des raisons, je pense, très personnelles en fait, parce que j'abordais un peu dans le guetteur sur ma mère, parce que mes parents sont rencontrés dans un groupe de soutien au FLN algérien, et ils faisaient partie de ce qu'on appelle les porteurs de valises, sauf qu'eux n'ont pas porté de valises, des tracts pour mon père, et peut-être ma mère, en revanche, prêtait son studio à un membre de la Fédération de France du FLN, qui a été arrêté avec d'autres gens, et ils sont juste se cacher, mes parents, pendant plusieurs semaines. Et cette opération de police a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 novembre 1961. Et je suis né, et mes parents, qui venaient de former un couple, se sont cachés immédiatement, et je suis né très précisément 9 mois plus tard. Voilà. Donc je dis toujours, je dois la vie à la direction de la surveillance du territoire. Donc cette histoire est quand même, voilà, souvent on est souvent porté vers d'écrire sur ses origines, et je pense que mon origine, une de mes origines est quand même celle-ci. Vous êtes un pur enfant de la décolonisation, en définitive. Absolument. Alors, pour rester dans ces thèmes comme ça, finalement, qu'on retrouve de livre en livre, c'est peut-être pas si étonnant que vous vous arrêtiez autant sur votre entrée dans le musée. Donc aujourd'hui, après les travaux ont été faits, pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, en fait, hein, le bâtiment initial, qui est donc un bâtiment du tout début du XXe siècle, est resté, mais pour les commodités de la nouvelle circulation, il y a un bâtiment moderne qui a été fait à côté, et on rentre par ce bâtiment-là, avant d'accéder dans la salle principale. Mais vous, pour les besoins du livre, vous avez eu accès, en fait, vous avez eu un backstage. Vous êtes par l'entrée de service, en fait. Oui. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup surpris, c'est qu'en fait, au début, vous rentrez, mais il n'y a personne. Enfin, il y a quelqu'un derrière une lucarne, mais oui, il n'y a personne. Et je ne vais voir personne jusqu'au lendemain matin. Pas même de gardien ou de même d'agent d'entretien. Non, il n'y a personne.
Non. Il n'y avait pas de gardien. Non, je m'attendais effectivement à avoir au moins une ronde de nuit, et non, il n'y avait absolument personne. Enfin, le seul être vivant que j'ai vu pendant cette nuit, c'était un tout petit poisson-chat. Voilà. Parce que il y avait dans ce musée, parce qu'en fait le musée est très particulier dans le sens où c'est à la fois un musée ethnographique, mais c'est aussi un musée d'histoire naturelle. Donc il y a énormément d'animaux, mais énormément. Hein. C'est-à-dire que le musée affirme détenir à peu près 10 millions de spécimens animaux. Alors heureusement, c'est pas que des girafes ou des léopards ou des gros éléphants, c'est beaucoup de coléoptères et d'insectes. Mais donc dans les caves, il y a des millions et des millions d'animaux qui sont entassés et qui sont, une petite partie est exposée, mais parmi tous ces bêtes fauves, hein, qui vous attendent avec leurs babines retroussées, leurs crocs, etc. Il y a aussi un aquarium où il y a quelques petits poissons je pense, qui sont originaires du lac de Tanganyika, si je ne m'abuse. Voilà. Mais donc effectivement, en fait, quand vous rentrez, et ça, c'était aussi une des conséquences de cette décolonisation, c'est que il faut imaginer le lieu, c'est un immense palais qui est un peu une copie du Petit Palais à Paris, parce que c'est le même architecte, Charles Giraud. Mais c'est pour le roi Léopold voulait une sorte de Versailles qui se trouve dans un grand parc à l'extérieur de Bruxelles. Mais on rentrait donc auparavant par la rotonde centrale avec un immense perron. Mais cette rotonde pose problème parce que elle abrite encore aujourd'hui les statues les plus caricaturales de la période coloniale. Donc, il fallait essayer de trouver un moyen d'éviter enfin, sinon d'éviter ce lieu, dis-moi, de ne pas entrer par ce lieu. Et donc, ils ont construit à 100 mètres de là un bâtiment en verre, et ensuite on plonge. On descend dans les entrailles de la terre, littéralement, par un escalier extrêmement abrupt, à 20 mètres sous terre. On emprunte après un très long couloir et on ressurgit à l'intérieur du musée. Et ce que je n'avais pas prévu, en fait, c'est idiot, c'est que le musée sera entièrement plongé dans l'obscurité. Voilà. Donc, et notamment l'escalier, etc. Et je n'avais pas de lampe torche, donc j'avais que mon portable et qui avec une petite touche, vous savez, la fonction icône, mais qui n'a pas la lumière n'est pas très puissante et donc ça ne permet pas de. Mais je pense que ça c'était pas mal en même temps parce que on voit un musée a fortiori de façon tout à fait différente parce qu'on ne voit que des détails. Vous ne pouvez éclairer que le faisceau de la lampe est très, très étroit et donc vous ne voyez pas une collection, hein, vous voyez une addition d'objets et donc chaque objet prend une dimension beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, quoi. Les objets ils acquièrent une aura supplémentaire en fait, hein. Et surtout on les voit à chaque fois comme ils retrouvent leur singularité d'une certaine manière. Donc tous ces ça a introduit un rapport tout à fait différent à ces œuvres ou à ces artefacts parce qu'on est vraiment dans un face à face avec eux. Oui, j'imagine que c'est aussi un début de la collection. Je veux dire, dans le dispositif de faire une nuit, c'est que ça réactive des choses qui sont très profondes, qui viennent aussi relever ou de nos nuits intérieures ou de ce qui nous habite intérieurement. Absolument, ouais. Oui. Et ça, c'est vraiment effectif. Et ça marche. Oui, ça marche, oui. Comme tout est pas. Oui, même un peu trop. Oui. Non, je voudrais qu'on revienne sur sur finalement ce musée qui est totalement pétri de contradictions parce que c'est ce qui est vraiment au cœur du livre. Hein, vous montrez, alors à tous les moments en fait. Hein, de la nuit jusqu'au petit matin, les contradictions entre cette colonisation qui est effective, qui est à l'origine du musée et qui, malgré les tentatives de décolonisation, n'opère pas complètement parce que ça n'y arrive pas. Non. Je pense au début, à ce moment où vous êtes dans le sous-sol et il y a cette armée de statues et de bustes qui sont là. C'est une image très forte que vous utilisez là, dont j'avais noté.
Je ne vais pas retrouver. Vous dites cette foule qui est l'image du triomphe de l'homme blanc. Vous parlez de un souterrain saturé de honte. C'est ce que ça vous a évoqué. Oui, parce qu'en fait, parlez-nous de ça. Ouais, donc certaines statues ont été maintenues en place pour des raisons, enfin que je peux, des raisons en principe légales, enfin, peut-être des arguties juridiques, c'est-à-dire que dans cette fameuse rotonde, les statues sont dans des alvéoles, dans des niches, et donc elles sont considérées comme faisant partie des murs. Le bâtiment est classé, donc on ne pouvait pas toucher. Mais d'autres ont été déplacées. Et donc quand vous empruntez ce couloir, avant de remonter à la surface, vous rentrez dans une crypte, une sorte de cave, et cette cave en fait est un cimetière de statues. Donc il y a un enclos, et dans cet enclos vous avez une trentaine de statues qui sont mises là pêle-mêle, et que je découvre avec ma petite ma petite lampe, et qui sont accessibles au public. C'est pas quelque chose. Sont accessibles. C'est tout le paradoxe, c'est que on voit il y a un cartel qui ne dit pas très bien pourquoi ces statues ont été mises là, mais le cartel dit simplement qu'elles n'ont plus leur place dans le musée. Donc parce qu'elles sont trop justement représentatives de cette période coloniale, mais sans que on ait d'explications pour chacune de ces statues. Donc il y a en fait deux types de statues. Il y a des statues de conquérants belges, et pas seulement, hein, parce qu'en fait toutes les nations européennes ont participé à la conquête du Congo, mais donc des bustes ou des marbres, ou des bronzes constellés de médailles, etc. Et parmi lesquels vous avez effectivement, quand vous vous intéressez à cette histoire, des hommes qui ont commis ce qu'on pourrait considérer aujourd'hui comme des crimes contre l'humanité. Et donc on comprend après coup, mais tous ces éléments ne sont pas fournis, pourquoi ils sont là. Vous avez aussi des statues d'indigènes, donc, mais vraiment de l'art colonial, où là il n'y a que deux postures possibles, soit la soumission complète, soit ou la menace. Voilà, des hommes avec des couteaux ou des sorciers comme ça un peu effrayants, et vous avez également, ça c'est très très impressionnant, mais ça aussi je trouve que ça aurait mérité quand même qu'ils expliquent, qu'ils donnent l'histoire de ce qu'on appelle des moulages sur le vif. Parce que donc dans une démarche de cette époque ce qu'on appelait l'anthropologie raciale, donc cette idée que on pouvait découvrir, voilà, classer les êtres humains simplement par la forme de leur crâne, de leur nez, la grandeur du cerveau, etc. Comme si ça détenait la clé d'un être humain. Et donc c'est des jeunes hommes de différentes ethnies qui ont été, voilà, on leur a apposé sur le visage un plâtre pendant quand même un certain temps. Donc on sent vraiment un effroi qui est saisi comme par un négatif photographique, et ils ont la bouche fermée, les yeux fermés, et ça il y a ces moulages sont disposés comme ça sur des étagères, et c'est très très impressionnant. Et vous avez également dans ce cimetière là une statue que j'ai fini par reconnaître tout de suite parce qu'elle m'a renvoyé immédiatement à mon enfance. Et c'est un peu ça, hein, ce livre, c'est aussi de plonger dans le passé et dans notre inconscient, enfin dans le mien en tout cas. Je garderai de parler de l'inconscient des autres, mais dans une forme de mémoire ou d'imaginaire qui m'a été inculqué, parce que c'est un homme léopard, donc c'est un homme revêtu d'une peau de léopard avec des griffes métalliques au bout des doigts, qui est penché sur sa proie, un être endormi à ses pieds, et cette statue-là, qui avait été commandée par le ministère des colonies en 1930, elle a été reproduite dans un album, dans une bande dessinée que vous avez peut-être lue, qui s'appelle Les Aventures de Tintin au Congo. Voilà. Et on la retrouve d'ailleurs dans d'autres bandes dessinées, je crois même une bande dessinée d'Alix, je crois La Griffe Noire, voilà, et Tarzan aussi. Voilà. Donc, vous voyez, ça nourrit
tout un fantasme fictionnel pendant et en fait Hergé, pour réaliser cette bande dessinée, ne s'est jamais rendu au Congo, mais s'est rendu jour après jour avec sa planche à dessin au musée de Tervuren et a dessiné, voilà, ici une pirogue, là un éléphant, etc. Donc donc cette bande dessinée, ça devrait même pas s'appeler les aventures de Tintin au Congo, ça devrait s'appeler les aventures de Tintin à Tervuren. Voilà. Et alors, c'est là aussi, enfin, dans cette tentative de décolonisation, finalement, vous posez cette question de la tentation du déboulonnage, mais en même temps de ne pas tomber non plus dans les excès de la cancel culture. C'est ça qui est ambigu finalement avec la position de ce musée aujourd'hui, c'est que la tentation peut-être de tout effacer, de reconstruire autre chose, un musée ethnographique avec les animaux qu'ils ont, avec vraiment un vrai musée ethnographique tel qu'il y en a par ailleurs dans le monde, mais ils gardent ils ne peuvent pas enlever des choses anciennes. Voilà, j'ai l'impression que tout ça s'est pris dans une contradiction absolue et qui, à mon avis, reflète nos propres contradictions par rapport à tout cela. Donc, en fait, la France, par exemple, il y a une solution assez hypocrite qui a été trouvée en France, mais qui a le mérite, le mérite, je ne sais pas si c'est de l'ordre du mérite, mais plutôt l'intérêt de permettre d'éviter des questions fâcheuses, c'est de transformer un musée colonial en un musée des beaux-arts. Donc c'est souvent cette option-là qui a été choisie dans beaucoup dans pas mal de pays. Donc parce que l'art c'est formidable, c'est universel, ça n'a pas de passé, ça n'a pas d'histoire, ça échappe à l'histoire, on peut l'apprécier tout le temps, partout, et comme disait le philosophe Walter Benjamin, voilà, la beauté c'est comme l'argent, ça n'a pas d'odeur. Donc et ça pose question parce que les œuvres qui sont présentées comme des œuvres d'art n'ont pas été conçues comme telles à l'origine, elles avaient d'autres fonctions. Fonctions religieuses, rituelles, cultuelles, et voilà. Et d'autre part, ça fait évidemment l'économie de l'histoire de ces objets et de comment ces objets ont été acquis. Donc ça, c'est effectivement une des pistes qu'ils ont explorées. Donc ils ont d'ailleurs créé une salle qui s'appelle l'Art sans pareil, donc qui est un peu une sorte de Quai Branly belge. Mais ils ont aussi voulu garder le musée d'histoire naturelle, ce qui est aussi fait débat. C'est comme si on montrait la Joconde avec d'un côté, parce qu'il y a aussi une salle rites et coutumes, donc on montrait la Joconde avec d'un côté un sanglier empaillé et je sais pas, et de l'eau, une bouteille d'eau de Lourdes. Vous voyez, ça pourrait surprendre. Donc mais c'est ça, le musée de Tervuren. Donc et ils ont après coup, ils se sont dit quand même, ils voulaient qu'il n'y ait même pas de salle historique. Donc surtout qu'on ne parle plus de ce passé un peu gênant. Donc et puis il y a quand même des voix qui sont élevées pour dire mais vous pouvez pas faire l'économie de tout cela. Donc ils ont après coup réservé un espace à toute cette histoire, mais qui est un espace évidemment réduit. Et assez frustrant en fait, parce que voilà, on reviendra peut-être dessus, mais donc oui, ils ont exploré différentes choses. Ils ont aussi à chaque fois qu'il y avait des problèmes, il y en a beaucoup dans ce musée, ils ont utilisé l'art contemporain comme une sorte de contrepoison, un peu comme une sorte d'antidote. Voilà, un problème, une œuvre d'art contemporain. Mais ça ne s'équilibre pas toujours, donc même peut-être jamais. Donc voilà. Mais je trouvais que c'était intéressant en tout cas de raconter et de raconter ce lieu, parce que c'est assez révélateur, je pense, de toutes les gênes qu'on a à l'égard de cette histoire. Et je suis pas le seul à le dire, mais par exemple un historien comme Blanchard le dit beaucoup mieux que moi, mais pourquoi n'y a-t-il pas de musée d'histoire coloniale? Parce qu'on aurait pu transformer ce musée colonial en musée de l'histoire coloniale. A priori, on a des musées en France sur pratiquement toutes les histoires
toutes les périodes de l'histoire de France, sur la Renaissance, le Moyen-Âge, la préhistoire. On n'a aucun musée d'histoire coloniale. Et c'est vrai aussi en Allemagne, c'est vrai aussi en Angleterre. Ça dit quelque chose. Voilà. Oui, alors peut-être, là, vous amorcez quelque chose, parce qu'il y a un autre aspect, en fait. Il faut bien comprendre aussi que ce musée, à l'origine, tel que l'a voulu Léopold, le roi des Belges, c'est aussi quelque chose qui est issu de cette grande mode de la fin du 19e siècle jusque un peu avant la Seconde Guerre mondiale, des grandes expositions universelles et expositions coloniales. Et là, on ne peut pas éluder aussi le fait que c'est extrêmement lié avec l'idée du capitalisme tel qu'il est conçu au 19e siècle. Voilà. Oui, c'est presque le Congo. Enfin, le Congo c'est très particulier parce que c'est la colonie d'un seul homme. Donc c'est une colonie qui va être accordée par les grandes puissances européennes lors de cette fameuse conférence de Berlin en 1885, qui va être accordée au roi des Belges parce qu'il ne menace personne. Oui. Donc, jouant de la rivalité entre les Anglais, les Français, les Allemands, voilà, il va promettre tout et un peu n'importe quoi, la libre-échange, voilà, la liberté. Et donc, on va lui accorder cet immense territoire au cœur de l'Afrique, mais à titre personnel, et il va en faire, en fait, essentiellement un lieu pour produire des richesses. Ce n'est pas, même si évidemment les arguments qu'il déploie sont des arguments tout à fait empreints des meilleurs, les meilleurs principes possibles. C'était pour combattre l'esclavage, pour apporter le progrès, la civilisation, etc. Lui-même ne va jamais se rendre au Congo, et le seul objectif du Congo, c'est de ramener de l'argent. Donc, d'ailleurs, et ça va être effectivement la colonie qui va être la plus la plus rentable, et qui va faire de Léopold l'homme le plus riche d'Europe. Donc et les premières et ça va être évidemment une exploitation. Ça va être une exploitation de pillage. C'est une exploitation d'abord de l'ivoire et ensuite le caoutchouc. Je vous disais tout à l'heure, il y a eu un mois de cela, on avait le festival Histoire à venir, toujours sur la notion du progrès, et la conférence inaugurale de Michel Rio-Sarcé, cette historienne spécialiste du 19e siècle, nous a expliqué comment, au 18e siècle, on fabrique l'idée que la nature, avec un N majuscule, est au service se met au service de l'homme pour son bien-être, et comment au XIXe siècle, cette idée du bien-être va être remplacée de l'idée de nature par l'idée de la marchandise, en fait. Et donc, la fabrication du capitalisme faisant que... Et je crois qu'effectivement, ce tournant colonial de l'Europe au XIXe siècle, il est entièrement tourné sur les matières premières, sur ce désir pour... Oui. Et on avait samedi, toujours dans le cadre du marathon, un jeune auteur néerlandais d'origine en partie du Suriname, qui nous expliquait que le Suriname au XVIIe siècle, en fait, avait été donné par les Pays-Bas à une entreprise commerciale qui s'appelait la Compagnie des Indes occidentales. Et donc, ça n'était pas un pays, c'était une marchandise. C'était une entreprise. Absolument. Et là, ça va être exactement la même chose. C'est-à-dire que Léopold II va accorder des monopoles, voilà. Mais les monopoles qui, sur des territoires presque grands, à chaque fois grands comme la France, quasiment, à des sociétés concessionnaires pour exploiter ces richesses. Et donc, avec pratiquement les prérogatives à chaque fois d'un État. C'est-à-dire que ces sociétés ont des armées privées et vont imposer ce qu'on appelle le travail forcé. Donc les populations vont être obligées d'aller ramener des quantités de caoutchouc, et et tout cela s'accompagnant de véritables atrocités. C'est-à-dire que les gens qui ne ramenaient pas leur quota étaient tués. Donc, enfin bon, ça on en reviendra peut-être après sur les détails, mais... Oui. Mais donc effectivement, oui, c'est une terre à butin. Ouais. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a troublé dans ce musée, c'est que je m'étais rendu dans ce musée pour un livre qui parlait des mines,
et de l'exploitation de ces minerais. Je reviens 10 ans plus tard dans ce musée. La première chose que je fais, c'est de descendre sous terre. C'est que on est obligé d'emprunter cet immense escalier et de descendre à 20 mètres sous terre. Et ça aussi, ça interroge pour un musée qui a été rebaptisé Africa Museum, parce que ce continent est toujours, je le dis dans le livre, mais appréhendé verticalement. Voilà, comme si l'Afrique est toujours ramenée finalement à son sous-sol, à son substrat, comme si c'était le premier homme est forcément en Afrique, l'art primitif est en Afrique, les minerais sont en Afrique. Donc l'Afrique est toujours ramenée à cela. C'est une terre que l'on fouille. Et donc je ne sais pas si les gens qui ont fait ces rénovations ont pensé à cela, mais le symbole me paraît assez fort, c'est-à-dire que de descendre sous terre avec une lampe, évidemment, pour visiter un musée comme le musée de l'Afrique. Il y a beaucoup de débats entre les historiens, comme toujours, on ne sait pas exactement combien il y avait d'habitants, parce qu'il n'y a pas eu de recensement. Hein. En tout cas, des historiens avancent le chiffre de 20 millions d'habitants en 1885, au début de la conquête. Et ils auraient été 2 fois moins nombreux 25 ans plus tard. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a eu 10 millions de gens qui ont été assassinés, évidemment, hein, mais il y a eu beaucoup d'abord de gens qui sont morts de maladie, parce que évidemment cette conquête s'est faite à travers les voies de pénétration. C'était les fleuves, bien sûr, le Congo, mais aussi ses affluents, mais évidemment tout ça a transporté toutes sortes de virus et de maladies, et donc il va y avoir beaucoup de gens qui vont mourir de maladies, beaucoup de gens qui vont mourir de famine, parce que évidemment si on vous oblige à aller ramener du caoutchouc, vous ne cultivez plus vos champs. Donc, et aussi beaucoup de gens qui vont fuir. Qui vont fuir partout, en fait, dans les États voisins, qui sont d'autres colonies. Mais en tout cas, quel que soit le chiffre, parce que évidemment, vous imaginez bien que ce chiffre fait débat. Tout le monde s'accorde pour dire qu'il y a eu une diminution absolument considérable de la population en 2 décennies. Voilà. Il y a une autre hypocrisie aussi, qui est celle dans l'essence même de ce musée, ou dans ce moment où il s'inscrit dans les expositions coloniales, c'est-à-dire que c'est aussi, on veut montrer les civilisations non européennes. Il y a une espèce de vernis aussi culturel, où voilà, de tentatives culturelles. On fait venir, on recrée des villages. Voilà, ça c'est particulièrement aussi en fait, odieux. Et aujourd'hui, ça nous paraît tellement. Absolument. En fait, moi, j'ai voulu parce que c'est un peu ce que ces musées proposent. Hein. Ils proposent un voyage. C'est musée des autres. Hein. Je crois que quand le Quai Branly a ouvert ses portes en 2004, la publicité c'était devenez explorateur. Et on vous distribuait d'ailleurs une feuille de papier pour que vous notiez vos impressions de voyage. Donc c'était et là donc je me suis dit très bien, je vais jouer le jeu. Je vais me transformer en voyageur. Donc je vais raconter cette longue nuit comme un voyage. Et je commence mon voyage en fait non pas dans le musée mais à l'extérieur, dans le village de Tervuren, devant donc la personne qui s'occupe de cette collection, Alina Gurdiel. On avait très gentiment faire mon dernier repas, donc puis on s'est quitté, et là je me suis rendu en fait devant cette église de Tervuren, parce que au pied à l'extérieur de l'église, il y a 7 dalles grises identiques sur lesquelles ont été gravés des noms de 7 Congolais qui sont morts là à Tervuren. Parce que en fait le point de départ de ce musée, comme vous le dites, c'était une exposition universelle de 1897 à Bruxelles, et Léopold II avait justement voulu profiter de cette occasion pour faire la publicité de son Congo, et donc il y avait à la fois une exposition dans un palais qui existe toujours, qu'on a appelé après le palais des colonies, où il y avait des artefacts qui étaient montrés, également du caoutchouc et différents matériaux. Et dans le parc, parce qu'il y a un immense parc, on avait dressé un véritable zoo humain, en fait. 3 villages congolais,
où on a fait venir de force, à peu près, enfin très précisément 267 Congolais de différentes populations pour mimer ce que l'on pensait être leur vie quotidienne. Je ne suis pas sûr que c'était forcément le cas. Donc ils étaient censés pagayer sur les étangs, jouer du tam-tam, etc. Tout ça, voilà, fort peu vêtu. Et donc c'est un été particulièrement froid et humide. Donc il pleut tous les jours et beaucoup de gens vont tomber malades. Et il a tellement plu cet été-là parce que ça a drainé des foules immenses. Il y a des centaines de milliers de visiteurs qui vont se rendre pour voir ces villages. Mais donc on a construit pour eux des gradins à 2 mètres, 2,50 m de haut pour pouvoir voir voilà les Congolais depuis le haut de ces gradins. Il y avait une pancarte d'ailleurs disant prière de ne pas leur jeter de nourriture, ils sont nourris par nos soins. Voilà. Donc c'était des zoos, c'était un zoo humain. Et donc 7 Congolais vont mourir et ils vont pas être inhumés dans le cimetière paroissial parce que voilà, la population, je ne sais pas si c'est qui dans la paroisse ici est opposé, donc ils vont être jetés en tout cas dans une fosse commune quelque part dans le parc. Mais 50 ans plus tard, à la suite parce que parmi eux il y avait aussi des soldats de la force publique. La force publique était une milice créée par Léopold justement pour voilà, comme force de police locale. Et donc des compagnons d'armes vont demander à ce qu'il y ait quand même voilà, des pierres, des monuments plus pour commémorer leurs souvenirs. Donc on va dresser ces cénotaphes au pied de l'église. Et donc je commence en fait mon voyage là. Et ensuite il faut rentrer dans la forêt. Parce que c'est le début de la forêt de Soigne qui est assez grande et je raconte voilà ensuite cette plongée sous terre et ces différents cercles un peu de l'enfer que je traverse voilà au cours de cette nuit. Alors on a planté le décor, il y a un personnage qui émerge de tout ça, c'est le chasseur, c'est Alphonse. Alors je sais pas bien de Bocat. De Bocat on dit, d'accord. Alors voilà, racontez-nous cette rencontre-là et quelle est la fonction qu'il prend lui, parce qu'il y a un moment il fallait bien aussi qu'il n'y ait pas que des que des noms voilà. Abstraits qu'il fallait incarner, donner de la chair. Raconter aussi moi j'ai raconté une histoire, une histoire d'un personnage, mais et aussi parce qu'en fait quand vous passez cette nuit au musée, on a droit à un lit de camp. Oui. Pour pouvoir éventuellement dormir, mais sinon, en tout cas, se reposer. Et j'avais demandé à ce que mon lit de camp qui est très confortable d'ailleurs, soit dressé sous la rotonde, face à une des pièces iconiques du musée, qui est un immense éléphant qui a été chassé et tué pour le musée, enfin pour une autre exposition universelle, celle de 1958. Et donc le musée à l'époque avait envoyé un directeur du musée et 2 taxidermistes, et sur place ils ont requis les services d'un chasseur professionnel pour tuer pas simplement un éléphant mais également une girafe, enfin plusieurs animaux. Il fallait des bêtes remarquables. Donc cet éléphant est extrêmement grand et imposant, et donc je me retrouve face à cet éléphant et j'ai passé beaucoup de temps face à lui, hein, et donc je me suis intéressé à lui. Forcément, quand vous passez beaucoup de temps devant quiconque, il y a d'abord presque un peu d'une forme d'identification qui se fait. Donc il avait l'air très très vieux, il est très ridé, il est très craquelant, etc. Et je me suis intéressé donc à son chasseur, voilà. Et j'ai voulu raconter l'histoire de ce chasseur, parce que je me souvenais aussi que 10 ans plus tôt, il y avait, quand j'avais visité ce musée, à l'époque, il y avait un petit film qui racontait la chasse de cet éléphant, et ce chasseur apparaissait dans ce film, ce court-métrage, voilà, qui a disparu, oui, que je n'ai pas retrouvé. Mais donc je me suis moi-même lancé à la recherche de ce chasseur, avec aussi en tête, parce que j'avais amené avec moi non pas un fusil, mais un livre. Parfois, un livre est plus efficace qu'un fusil, j'espère. C'est à savoir le Cœur des ténèbres de Joseph Conrad, et qui donc Conrad a été lui-même
enfin, pour écrire ce livre, s'est inspiré de sa propre expérience parce qu'il a été nommé capitaine d'un vapeur qui remontait le fleuve Congo et il dira lui-même que son expérience congolaise va totalement bouleverser sa vision de l'humanité, tellement il va être choqué par ce qu'il va voir et entendre. Et donc, dans Le Cœur des Ténèbres, le narrateur, qui est un autre capitaine au long cours, qui s'appelle Marlowe, Charlie Marlowe, et part sur le fleuve Congo à la recherche d'un agent commercial, un très bon agent commercial qui envoie plus d'ivoire que tous les autres agents réunis, mais qui ne donne plus de signe de vie, qui a disparu, et il va s'apercevoir très vite que cet homme est devenu totalement fou et sanguinaire, et donc cet homme s'appelle Kurtz, et on retrouve ce personnage au cinéma, vous savez, dans Apocalypse Now de Coppola. Et donc je me suis dit, voilà, il faut que j'ai mon Kurtz, faut que moi aussi j'avais quand même le sentiment de remonter quelque chose assez diluvien. Alors c'est pas le fleuve Congo, hein, mais c'était d'abord, quand je suis parti dans cette forêt, il s'est mis à pleuvoir, mais des trombes d'eau littéralement. Donc c'était et donc j'ai voulu, voilà, raconter ce personnage, et en m'intéressant à cet homme, à son histoire et à sa famille, je me suis aperçu que cette histoire racontait toute l'histoire coloniale du Congo. Voilà, c'est des choses qui arrivent. C'est de façon assez incroyable. C'est-à-dire que il y a un ancêtre qui a participé à la conquête du Congo. Ensuite, 10 ans plus tard, il y a un autre, parce qu'en fait, c'est des aristocrates belges qui sont des chevaliers. Et donc 10 ans plus tard, il y a un autre chevalier qui va participer à l'exploitation du caoutchouc, justement. Puis après, ce chasseur. Et le dernier chevalier dont j'ai trouvé la trace, en fait, j'ai trouvé la trace en consultant des listes des Nations Unies d'hommes recherchés. Au moment de l'indépendance du Congo, les sociétés minières belges ont voulu conserver la région la plus riche du Congo, celle qui possédait le plus de minerais, justement, qui est la province du Katanga. Et donc, ils ont suscité la sécession du Katanga. Mais très vite, les Nations Unies, la communauté internationale s'est mobilisée, a envoyé des casques bleus pour les combattre. Mais comme le Katanga n'avait pas d'armée, donc on a suscité une armée de toutes pièces qu'on appelait des mercenaires, qui ont très vite été baptisés les affreux. Et ce chevalier a été l'un des commandants des affreux du Katanga. Voilà. Donc c'était effectivement à travers les Bokats. C'est pas leur vrai nom, mais les Bokats, on peut raconter cette histoire. Parce que moi, je me suis dit que c'était aussi important que vous aviez à cœur de montrer un colonialisme institutionnel. On l'a vu avec les bâtiments, mais il y avait aussi après un colonialisme individuel qui passait par des destins, par des histoires familiales aussi, voilà, diverses et variées. Et que voilà, parce qu'il y a un moment où vous parlez d'un statut aussi de l'homme colonial, du blanc colonial. En fait, je peux. Sinon, oui. En fait, c'est vrai que par exemple dans cette famille, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui partaient au Congo, c'était toujours les cadets. Donc c'est ceux qui, a priori, voilà, qui n'allaient pas hériter. C'est ceux dont on ne savait pas trop quoi faire. Donc qui pouvaient devenir, voilà, il y avait le choix de la prêtrise, devenir missionnaire, ou de devenir administrateur colonial. Mais c'est même une vérité statistique, hein, et c'est précisément le cas dans cette famille. Donc, et ça a été aussi ça, hein, la colonisation. Ça a permis d'envoyer beaucoup de gens. C'était des lieux de relégation, hein, l'Algérie, la Nouvelle-Calédonie. On envoie les communards après la répression. Donc, ça a servi aussi à ça. J'ai retrouvé. Un colon, a fortiori, s'il accepte de s'établir dans un lieu reculé, reçoit l'assurance non pas tant de faire fortune que de devenir quelqu'un. Seul ou presque, parmi une population autochtone maintenue dans un état d'infériorité absolue, il est comme un père entouré d'enfants, un père cruel, tyrannique, chicaneur abusif, ou alors généreux, attentif, bienveillant. La condition de l'homme blanc en Afrique permet d'être davantage que soi-même. Vous résumez très bien les enjeux là, individuels, je veux dire. Enfin, je pense que ça correspondait en tout cas à ces chevaliers, c'est assez bien. Donc, qui n'ont pas tous eu
le même rapport, hein, évidemment. Après, il y a des individualités qui, chacun est différent, mais donc certains ont été beaucoup plus sanglants et tyranniques, et d'autres plus paternalistes, mais en tout cas, effectivement, ils étaient plus qu'eux-mêmes à chaque fois. Oui. Et c'était aussi pour des gens qui, sans doute, étaient à un moment donné. Alors ça fait un peu de la sociologie de comptoir, mais c'est une famille aristocratique qui exerçait quand même, qui possédait des terres, hein, qui étaient des grandes propriétés, pour qui la chasse était absolument essentielle, et qui évidemment, ce monde-là change. S'écroule en partie entre 1880 et 1914. Donc cet ailleurs permettait de conserver son rang, en fait. Hein. Donc c'est aussi cette histoire-là, je pense, que ça raconte. Oui. Vous avez accepté de nous lire trois petites pages. Avec grand plaisir. Ouais. Peut-être aurais-je dû choisir un autre endroit où passer la nuit. J'ai prévu de dormir à l'autre bout de cette ménagerie silencieuse. Mon barda m'attend dans l'ancienne entrée du musée. Je récupère mon sac de couchage, glissé derrière un banc en pierre, et me débarrasse de mon imperméable encore humide. Je n'ai pas vraiment sommeil, mais, comme après un long voyage, je ressens le besoin de me poser quelque part. Un lit de camp a été déployé à mon intention sous la coupole. Son tablier en cuir noir repose sur 6 trépieds en inox. Je le recouvre de mon duvet et j'ôte mes chaussures. Je sors de ma besace mon carnet à spirale, un crayon, ainsi que ma petite bouteille d'eau. Un pullover roulé en boule me sert d'oreiller. Je dépose à côté de moi le Conrad, en guise de livre de chevet. Je m'étends sur ma couche. Je prends mes aises, comme si je me glissais dans une tente quechua. Il suffit de pas grand-chose pour se sentir dans un cocon. La lueur de mon téléphone m'entoure d'une sphère jaunâtre, chaude et protectrice. Le calme m'envahit. La nuit s'étire. Je continue, vous voulez ou... Comme vous voulez. Les campements obéissent aux mêmes critères que les chambres d'hôtel. On les préfère avec vue. À défaut d'une fenêtre surplombant la mer, ma couche donne sur une sorte de vaisseau. 5 mètres de haut, 7 mètres 50 de long, 4 pieds gros comme des bouées, 2 voiles grises déployées au vent, une centaine de kilos d'ivoire à la proue. Je suis allongé en chien de fusil devant l'un des plus grands éléphants d'Afrique. Eu égard à son rang et en raison de ses origines, il a été baptisé King Kassai. Il porte un titre de film. Je vois d'ici les lettres rouges se détacher sur un grand écran, accompagnées d'un bruit de tam-tam et d'un barrissement tonitruant. « Ladies and gentlemen, puis-je vous présenter l'unique, le gigantesque, le tout-puissant roi de la province du Kassai ?» Je me prépare à bivouaquer avec un colosse, un cousin éloigné de King Kong et de Godzilla, sans doute prêt comme eux à écraser la civilisation d'un coup de talon. À force de l'observer, je me rends compte que son nom de scène renvoie à une fausse image. Campé dans une splendeur inquiète, les oreilles élimées et façayantes, comme une voile mal bordée, la tête basse, les yeux éteints, entourés de cernes sombres, il paraît immensément vieux. Son expression triste recèle je ne sais quelle infirmité secrète. Relégué à l'extrémité de la salle, il tourne le dos au reste de la création. Il trône à l'écart, loin de tout, dans une solitude absolue, comme si il ne souhaitait avoir aucun commerce avec quiconque. Sa tête lui pèse. Ses défenses sont trop lourdes. Sa peau sèche et crevassée, pareille à un manteau de boue qui aurait sédimenté, ne le contient plus. Il craque de partout, il est nu et fragile comme le roi de la fable. Avant d'être naturalisés, les animaux qui remplissent les musées ont souvent été capturés vivants, puis exposés jusqu'à la fin de leur existence dans des zoos ou des jardins d'acclimatation. Ils s'éteignent derrière des barreaux et renaissent grâce à une armature de bois et de métal. Ce géant n'est pas décédé de mort naturelle, il a été abattu sur commande. Son destin est lié, lui aussi, à une exposition universelle, à l'un de ces événements planétaires à mi-chemin entre la pédagogie et le divertissement qui, décidément, joue un rôle clé dans toute cette histoire. Merci. J'ai choisi ce passage parce que je me suis rendu compte à la deuxième lecture qu'il y avait peut-être, vous aviez essayé aussi de faire un face-à-face entre Alphonse et l'éléphant. L'éléphant, tout à fait. De mettre comme ça ces deux entités monstrueuses finalement. Oui,
le colon et et la grosse bête. Absolument. Et parce qu'en fait, d'abord, la grosse bête, c'est aussi un cliché. Hein. On renvoie toujours l'Afrique aux éléphants, comme si, alors que quand on se rend dans cet immense continent, bah, des éléphants, malheureusement, on n'en croise pas beaucoup. Et pour moi, cet éléphant blanc, hein, est immensément vieux et voilà, et ridé de partout et craquelé, me renvoyait plutôt une autre image, qui est plutôt celle de l'homme blanc, justement, qui est plutôt finalement c'est pour ça que j'ai tout de suite pensé à son chasseur, parce que qui aussi s'est cru, voilà, je suis moi-même un homme de plus de 50 ans, et parce qu'en plus on explique pourquoi cet animal a été chassé, que on le présente toujours comme un mâle solitaire qui aurait été chassé de son troupeau, et les mâles solitaires d'ailleurs sont souvent considérés comme dangereux dès lors qu'ils ont été si on les a éloignés, c'est sans doute parce qu'ils étaient particulièrement agressifs ou autres, et donc il a été traqué pendant plusieurs semaines, et ce roi de la création qui finalement se retrouve dans un musée, effectivement ça m'a évoqué d'autres choses que l'Afrique, et c'est aussi cette image là qui m'a intéressé dans. Et d'installer le lit de camp au pied c'était votre idée depuis le début, Enfin, depuis le début, non, on m'a demandé, j'ai dit, bah non, plutôt là. Il voulait me mettre dans un endroit qui était très éloigné de tout, mais assez tranquille, comme si le but du jeu était effectivement de dormir, hein, donc, mais je me suis dit que c'était quand même plus intéressant d'être là, même si effectivement c'était pas du tout adapté à une nuit de sommeil, parce qu'il y a donc c'était presque totalement plongé dans l'obscurité, mais il y avait parfois quelques écrans qui fonctionnaient encore. Donc, et à un moment donné, j'ai entendu des voix, et ce qui est assez flippant en pleine nuit. Et donc c'était aussi quelque chose qui se réenclenchait assez régulièrement. Donc pour dormir, c'était pas du tout le bon endroit, effectivement. Bon, on a juste quelques minutes pour faire passer un peu le micro. Si vous avez des questions pour Christian Boltanski. Oui, je voulais savoir si vous aviez eu des contacts avec la population congolaise, en particulier des intellectuels, si vous aviez eu l'impression qu'ils vous donnaient, par exemple, parce que j'imagine que pour entrer dans ce musée, vous avez eu des contacts. Alors d'abord, c'est Aline Gurdiel qui s'occupe de cette collection, qui je ne sais pas comment elle fait, hein, mais qui arrive à pourrait convaincre, je pense, n'importe qui de n'importe quoi, et donc c'est elle qui obtient ces autorisations pour passer la nuit, hein, dans le musée. Donc moi, je n'ai heureusement pas eu à entamer toute cette démarche. Je pense que je me serais beaucoup moins bien pris qu'elle. Mais sinon, j'y suis allé, hein, je connaissais le lieu, mais c'est après coup que j'ai lu beaucoup. Donc j'ai lu effectivement beaucoup d'auteurs sur ce musée, mais sur plein d'autres choses en fait. Je mets en exergue d'ailleurs une citation de Frantz Fanon, qui est tirée des damnés de la Terre, où il dit qu'il parle de la grande nuit qui nous enveloppe, et dont il faut essayer de sortir. Et effectivement, ce livre, c'est à la fois une plongée dans cette nuit-là, mais avec quand même la tentative d'essayer d'en ressortir. Voilà. Donc, mais sinon, ce musée, moi, c'est ça aussi, parce que moi, c'est une question que je me pose à chaque fois. C'est d'une certaine manière la légitimité à écrire quoi que ce soit, parce que je ne suis pas belge, je ne suis pas, je ne suis pas congolais. Donc, je n'ai pour quelle raison, au nom de quoi je pourrais m'arroger ce droit d'écrire ce livre. Mais je me suis permis, je me suis autorisé à le faire parce que j'ai considéré d'abord que ce musée c'était pas le Congo. C'est une représentation du Congo. C'est une vision du Congo, d'ailleurs, qui évolue. Hein. En fait, un musée, c'est ça qu'il fait. Il vous raconte une histoire.
Et cette histoire, elle change avec le temps. Donc, et cette histoire-là, c'est une histoire européenne. Donc c'est notre histoire. Et c'est pour ça que c'est pas ce n'est pas simplement la Belgique. C'est d'ailleurs l'homme qui a ce mot découvert, il n'a rien découvert du tout, puisqu'il y avait des populations qui étaient là depuis des siècles et des siècles. Mais celui qui a exploré pour le roi Léopold, c'était donc Stanley, qui était gallois. Et ensuite, je crois que la moitié des conquérants ne sont pas belges, ils sont suisses, italiens, français, etc. Donc c'est vraiment notre histoire. Donc c'est cette histoire-là que j'ai aussi voulu notre histoire que j'ai voulu raconter. Donc, mais effectivement, je me suis intéressé aussi au débat que ce musée et la restauration de ce musée a suscité parce qu'en fait, il y avait une volonté de faire plaisir un peu à tout le monde, comme je pense. Et ça n'a pas été le cas. Évidemment, ça n'a satisfait personne. C'est souvent ce qui se passe mais quand on veut effectivement faire plaisir à tout le monde. Mais donc il y a beaucoup d'intellectuels congolais qui ont dit que c'était pas allé assez loin, qu'il aurait fallu. Voilà, il y a toutes sortes. Avec raison. Pourquoi une salle de rites et coutumes ? Je ne sais pas si on pourrait résumer la civilisation européenne à une salle rites et coutumes où on parlerait du mariage, de l'enterrement et de... Vous voyez, ça n'a pas de sens. Donc, il y a toutes sortes de choses qui sont... Et puis, moi, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai voulu... à laquelle je me suis intéressé, c'est à l'origine de ces objets. Et donc, je ne sais pas si quelqu'un posera une question sur la question des déboulonnages, mais il y a une statue sur laquelle je m'arrête, qui est une statue à clous. Donc, c'est des statues très impressionnantes en bois, mais sur laquelle il y a énormément de clous. Et chacun de ces clous correspondent un peu comme des ex-voto à des prières ou à des souffrances. Et cette statue, il y a le cartel. Quand moi j'ai passé cette nuit, donc elle était dans cette salle des Beaux-Arts, et il y avait marqué, c'était en anglais, collected by A. Delcommune. Et donc, je me suis intéressé à cette collecte par monsieur A. Delcommune, il s'appelle Alexandre Delcommune, qui était un aventurier belge, et lui raconte les choses tout à fait différemment. Il raconte qu'il a attaqué un village, qu'il a tué, massacré, brûlé, et après il s'est emparé de cette statue parce qu'elle était puissante, parce qu'elle défendait les populations. Comme je sais pas la Vierge de Lourdes ou j'en sais rien. Donc il l'a prise comme on prend un otage. Donc il l'a collectée certes, mais il l'a plutôt enlevée en l'occurrence. Et ça je trouve que ça c'est aussi quelque chose qui à mon avis mériterait peut-être d'être plus développé dans ces musées des autres qui sont parce que très vite je me suis aperçu qu'il y a quand même beaucoup des choses qui étaient autour de moi, c'était en fait des trophées de chasse, mais des trophées des objets qui avaient été aussi volés. Quand Marcel Mauss dirigeait le musée de l'Homme, il délivrait des permis de capture. Donc c'est voilà. Et même Michel Léris raconte très bien ça dans l'Afrique fantôme, comment il s'est emparé de masques dans une hutte. Voilà. Et ça, cette histoire-là. Elle est, à mon avis, elle mérite d'être racontée. Voilà. Et c'est peut-être que ces musées gagneraient à aussi prendre en compte cet aspect des choses. Oui. Là, vous soulevez aussi la question des restitutions et des restitutions au Congo directement. En fait, la question des restitutions, d'abord, elle est en cours, je crois. Oui, en fait, ils font tout un travail d'inventaire, en tout cas pour l'instant. C'est plus que de restitution. Mais il faut juste avoir quand même conscience de quoi on parle. C'est-à-dire qu'il y a, dans ce musée, à Tervuren, 180 000 objets ethnographiques. Je crois que le musée de l'Homme, c'est 300 000 objets ethnographiques. C'est-à-dire que c'est des accumulations absolument considérables. Emmanuel Macron avait demandé un rapport à deux experts, à Bénédicte Savoie et Felwine Sarr, qui conclut que 90% du patrimoine africain se trouve hors d'Afrique. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Quand vous avez des telles
quantité. C'est pour ça que la question de la restitution, avant que là, il y a cette peur que ces musées, nos musées deviennent des coquilles vides. Avant que nos musées deviennent des coquilles vides, je pense qu'il se passera quand même beaucoup de temps, parce que il y a de quoi les remplir. Je crois qu'à Tervuren, ils n'exposent que à peine 1%, mais même beaucoup moins qu'1% de leur collection. Donc c'est effectivement cette question-là, on ne peut pas ne pas se la poser parce que ça a été. Alors c'est vrai que tous les musées ont cette prétention à l'exhaustivité, mais là on parle de quantité absolument astronomique. Oui. C'est une toute petite question, justement, peut-être pour conclure, mais je vous aurais écouté volontiers plus longtemps. Est-ce que dans ce musée, on va recommander la lecture de votre livre avec tout ce que... Mais je sais pas en fait, parce qu'il y a une librairie, et enfin il y a une, comme dans beaucoup de musées, il y a une salle où et je ne sais pas si mon livre y est. Mais en revanche, j'ai dans une des rencontres à Bruxelles, c'est le Passaporta, qui est un grand festival du livre qui est très bien. Il y a eu des gens sont venus me voir à la fin en me disant, on est plusieurs chercheurs du musée de Tervuren, parce qu'il y a des chercheurs formidables qui font un travail excellent et qui ont dit voilà, on aimerait beaucoup vous inviter, mais bon, on ne va pas vous cacher qu'en interne ça fait débat. Donc, mais bon, mais en même temps ça fait débat, c'est raison de plus. Je trouve que voilà. C'est une très bonne chose aussi. En tout cas, Christophe, merci beaucoup. Merci beaucoup. La rencontre que vous venez d'entendre a été enregistrée à la librairie Ombre Blanche dans le cadre du 19e festival Le Marathon des mots à Toulouse du 22 au 27 juin 2023. Réalisation Radio avec Radio Plus et Radio Terre.